revient pour la troisième partie d'Actu Matin. On aura droit à notre forum de discussion. On aura droit à l'appel téléphonique. Pour le forum de discussion, on parlera de cette galère des populations d'Abomey-Calavi et de Cotonou. C'est compliqué de se livrer, de s'acheter un litre d'essence dans les deux villes ces derniers temps. Le prix a augmenté non seulement, mais le produit n'est pas disponible dans les stations-service ni aux abords des voies. Quelles sont les conséquences? On en parle tout à l'heure. On en débat avec les acteurs à ce niveau-là. Mais déjà, il faut planter le décor. Ce sera avec Franck Kaodo à travers son commentaire. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Quand le payeur complique la vie aux Béninois, c'est le titre de votre commentaire ce matin. Ces derniers jours, les Béninois se plaignent beaucoup, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Ahmed Tinubu, le tout nouveau patron du Nigeria. Franck, qu'est-ce qui se passe dans le fond? Il se passe que les Béninois sont compris dans l'étau. Vous savez que la hausse généralisée des prix de la plupart des produits et plus particulièrement ceux de grande consommation étaient déjà très mal vécus par les citoyens béninois. Vous et moi donc, la bassine de maïs est passée de 4 500 francs CFA à 5 700 voire 6 000 par endroit. Les vendeurs des autres céréales telles que le haricot, le mil, le sorgho, eh bien ces céréales ont pris l'ascenseur et avec la caprice des vendeurs, la tomate est vendue entre 500 et 1000 francs le petit tas de 3 à 6 pommes. L'oignon, pareil, l'huile, n'en parlons pas. Les produits congelés tels que le poisson, le poulet, eh bien le coût de cession du blé a pris l'ascenseur depuis le déclenchement de cette maudite guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui se poursuit d'ailleurs, cette guerre qui semble changer le cours de l'histoire mondiale dont les répercussions n'épargnent aucune partie du monde. Alors, nous en étions là à subir de plein fouet les effets de cette crise quand l'essence frelatée est monté de cran. Conséquence directe d'une des premières décisions actées par le nouvel homme fort de la République fédérale du Nigeria, Ahmed Tinubu, a décidé donc de la suppression des subventions dans le secteur du carburant. La montée du coût de ce liquide va sans dire avec à la clé la surenchère au niveau des points de vente du payeur. Ainsi, depuis plus d'une semaine, le litre de l'essence de contrebande est passé de 500 à 800 francs CFA. Vous n'avez donc pas les dernières informations. Et depuis lors, eh bien, certains sont obligés de l'acheter. D'autres, par contre, se rendent dans les stations-service qui ne disposent pas non plus de l'essence sans plomb à plein temps, mais cédée à 650 francs CFA. Mais là n'est pas le problème. Il faut dire que le problème, eh bien, on finit par s'habituer à la nouvelle donne. Le véritable problème est que cette donne à réfléchir, ce sont les répercussions sur les autres secteurs. Le transport, le commerce, l'administration publique, les négociations, même la vente en ligne s'en trouve impactée aujourd'hui parce que le livreur qui livrait son produit à 500 francs, a ajouté 100 francs ou 50 francs, personne n'est donc épargné par cette flambée inattendue du prix du payeur, et c'est justement parce que les Béninois en étaient trop dépendants et se refusent de se descoter d'un produit contre lequel tous les gouvernements qui se sont succédés ont lutté en vain. Le moins ce qu'on puisse dire, Franck, en tout cas en vous écoutant, c'est que pour écrire votre commentaire, vous êtes allé faire le marché. Hein, tous les prix sont bien détaillés. Bien sûr. Et là, c'est la question qu'on peut se poser. Je vais au marché, moi. Ah tiens, hein? Et votre femme, elle fait quoi? Par moment, on se alterne. Voilà. Alors, à cette allure, où est-ce qu'on va, Franck? Mais nous avons une seule alternative. Hein. On s'attache au payeur et on continue de subir jusqu'à ce que la Providence inspire à nouveau Bola Tinubu de revoir sa copie, ou on change de paradigme, on se tourne définitivement vers les stations-service pour nous approvisionner en essence. Mais pour cette dernière option, il y a un hic. Le hic, justement, c'est la disponibilité du produit, vous l'avez dit, à la pompe à plein temps. Depuis la prise de cette décision, aucun pétrolier, je dis bien aucun pétrolier implanté au Bénin ne peut taper la poitrine d'avoir satisfait ses clients 24 heures sur 24. Je défie toutes les sociétés qui exercent sur le territoire béninois les longues files d'attente au réveil jusqu'au coucher en disent long. L'autre gros souci, c'est l'insuffisance client des stations-service à travers le pays. Ici à Cotonou, eh bien, les habitants sont heureux. Les stations-service, on en trouve un peu partout. À Parakou, oui, Latitengu, Kandi, Boyko, Dassazoumé, Djougou, bref, les grandes villes abritent des stations-service. Mais qu'en est-il des autres localités où les stations-service de vente d'essence restent un luxe?
Dans une approche ouvrant l'on veut lutter contre le paillot et donner priorité à l'essence, dit Samplon, les mesures d'accompagnement devraient suivre immédiatement. Il faut construire suffisamment de stations-service. Il faut que les pétroliers se constituent en grand groupe assez puissant, capable de se prêter main forte pour nous rendre le produit disponible tous les jours à la pompe. On me dira que c'est parce que ceux qui n'allaient pas s'approvisionner à la pompe le font aujourd'hui que le produit est rare. Je dis non. Dans un secteur aussi sollicité, on devrait être dans l'anticipation à tout moment et ne pas laisser se surprendre par ces genres de crise. Mais la situation qui chaque matin m'arrache un peu le sourire, c'est cet amour soudé des Béninois à l'essence, pour l'essence à la pompe. Je me suis dit une seule chose, ils connaissaient donc le bon choix, le bon chemin Tanguy. J'espère que vous faites de l'humour ou de l'ironie. En tout cas, merci beaucoup à vous, Franck, pour ce commentaire ce matin, qui va nous permettre de discuter autour donc du sujet. Je le disais, c'est la galère dans les deux villes, Cotonou, Abomey-Calavi aussi, d'avoir du carburant et de bouger. Du coup, beaucoup d'influence sur le reste de la vie et le coût de la vie aussi. Encore une fois, merci beaucoup à vous, Franck. Les autres débatteurs, on a déjà notre observateur avec nous. Le sujet, c'est bien son domaine, on en parle. Robert Akombasi, est-ce que je dois vous dire encore bonjour? Merci d'être là et de patienter, de nous suivre de l'intérieur. Eric Gadenan, merci, bonjour. Bonjour Tanguy. Ulrich Ekoegaba, merci, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, il y a quelque chose que moi, j'arrive pas à m'expliquer. C'est que on lève les subventions, on lève l'appui étatique sur des produits officiels. Et c'est l'informel qui s'en trouve en souffrance. Ulrich, comment ça s'explique? Écoutez, l'explication elle est toute simple. Vous savez que pendant longtemps, le secteur informel a absorbé une bonne partie des usagers. Plus de 80% selon les statistiques, ce qui veut dire que pendant longtemps, cela allait vers l'essence de contrebande communément appelée paillot. Aujourd'hui, il y a une hausse des prix de l'autre côté. Donc on a levé les subventions, ce qui veut dire que le prix est monté. Par conséquent, l'équilibre de prix de 100 francs, 150, 200 francs que les usagers faisaient aujourd'hui n'existe plus. Et ils sont obligés de retrouver le chemin de la pompe. Vous imaginez que 20% qui était servi par la pompe, aujourd'hui on se retrouve à près de 60-80% puisqu'il y en a qui continuent d'acheter, de s'approvisionner au bord de la voie parce qu'ils ne veulent pas faire la queue comme ceux qui sont au niveau des stations-service actuellement. Subitement, le secteur informel est obligé de se retrouver à plat parce que, a priori, c'est ce secteur qui était le secteur choyé avec une différence de prix qui permettait aux usagers, aux consommateurs, aux motocyclistes et même aux automobilistes d'aller vers ce secteur. Mais subitement, on a une inflation. Avec cette inflation, le secteur informel ne pouvait qu'en pâtir. Eric? Je pense que c'est un phénomène que nous observons à chaque fois que le secteur est secoué par une crise du genre. Ce n'est pas la première fois. Il faut dire que c'est un secteur qui était pendant longtemps tributé du paillot, comme l'a fait remarquer Ulrich, et donc il y a forcément un déséquilibre et qui fait constater le phénomène contraire, pour les raisons que vous savez. On avait l'habitude, n'est-ce pas, de s'approvisionner au bord des rues parce que le prix était relativement bas. Moi, je voudrais quand même préciser que à la station, les prix n'ont pas changé, les prix n'ont pas varié. Enfin, pour ceux qui avaient l'habitude d'aller prendre le produit de façon régulière au niveau des stations, ils ne font pas sentir un grand changement, à part le fait qu'il y a un monde qui s'est ajouté, ils vont perdre certainement un peu de temps. Mais je pense que la situation chez nous, non, peut-être au Nigeria, est plus intenable que ce que nous observons ici. Pour le reportage que j'ai regardé sur France 24, mais également au Nigeria, où le produit est plus disponible qu'au Bénin, c'est aussi de longues files d'attente. C'est du monde au niveau des stations, avec des bruits, de la violence, de la bousculade, et puis tout ça. Moi, je pense qu'il nous faut relativiser un peu. J'ai compris à travers le commentaire de Franck qu'il a effectué une livraison hier. Il a remarqué que... Avec un ajout de 100 francs. Allez. Je crois que ce constat, il est pertinent. Moi, j'ai fait le trajet, mettons quoi, le mardi, entre Ouida et Akasato. Je vous assure, pas de carburant dans une seule station-service. Monsieur Robert Akombasi, c'est quand même curieux, hein? Malheureusement,
vous imaginez que en Afrique, nous avons des comportements bien étranges. On ne peut construire aucun développement sans maîtriser les énergies. Et le secteur pétrolier en particulier, Ça fait partie des dans secteurs notre sensibles. sous-région, ça fait partie des secteurs sensibles. Et nous sommes assis sur du pétrole. Et je ne sais pas si à la date actuelle, l'INSTAD, qui est l'institut officiel en charge des statistiques, puisse nous dire quelle est la consommation des Béninois en termes de carburant. Et vous voyez combien de fois nous ne prévoyons presque rien. Parce que les stations, les réformes actuelles font en sorte que nous commençons par avoir des stations. Mais avant qu'on ne puisse couvrir les besoins des Béninois, mais ça prendra du temps. Et donc, est-ce que nos gouvernants ne devraient pas commencer par se demander, est-ce qu'il ne faut pas rechercher les bébés? Est-ce qu'on n'est pas dans cette politique, dans cette logique-là? Quand on voit la méthode avec laquelle Patrice Talon essaie quand même de lutter contre ce paillard, on a commencé d'ailleurs par Cotonou, par les grandes rues de Cotonou. On a demandé aux vendeurs de paillots de reculer dans les rues secondaires. On a commencé à installer progressivement les stations-service. Est-ce que ce n'est pas la meilleure méthode? Non, la méthode n'est pas mauvaise, mais vous savez, ça n'a pas commencé par là. Ça a été progressif. La lutte a voulu être ardue au départ, mais on s'est rendu compte que les stations ne pourraient pas rendre service, fournir le service. Et tenez-vous tranquille, vous imaginez que c'est imposé aux stations de délivrer des factures normalisées. Elles n'arrivent même pas à délivrer. Alors vous voyez bien le problème, c'est-à-dire qu'il y a un véritable problème d'organisation. Et comment est-ce que les stations se ravitaillent? Quelle est leur source d'approvisionnement? Parce que vous allez dans les pays d'à côté où le carburant est toujours disponible. On ne voit pas ce qui se passe ici. Mais si aujourd'hui les Béninois s'attellent plus au paillot, il faut comprendre. Vous savez quel est notre pouvoir d'achat au Bénin? Est-ce que nous avons les moyens de tenir 650 francs en station tout un mois, tout un an? Je vous garantis que beaucoup de gens vont déposer leur voiture. Vous allez voir d'ici là. Beaucoup de gens vont repasser aux motos. Et moi, je suis déjà candidat à ça. Oui, déjà. Mais on n'a même pas fait une semaine, monsieur Robin Akombassi. Vous savez, c'est ça l'anticipation. Oui. Non, c'est ça l'anticipation. Parce que quand vous savez que vous voulez faire une course de fond, il vaut mieux commencer par vous donner la monture appropriée. Et les conséquences que cela aura sur notre vie de tous les jours, mais je vous assure que si on vous peint le tableau, chacun va commencer par se dire il faut trouver des alternatives dans les médias. Je dois vous souffler que votre option aussi n'est pas, en tout cas, la plus facile, parce que les motos aujourd'hui, pour s'en acheter une, il faut prévoir tout au moins tout 600 000, hein, 600 000, 700 000 pour les moins chers et les moins solides. Vous savez, on va toujours trouver la formule pour faire face à la charge d'acquisition de la moto. Alors, après votre course au marché, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Surtout la livraison. Oui. Quel est le sentiment que vous avez? Allez, moi j'ai le sentiment que, comme l'a dit un philosophe, on dit l'homme est libre, mais partout nous sommes dans les faits. On est vraiment dans les faits parce que là, si vous devez le matin réfléchir à comment donner la popote, à comment donner le petit déjeuner, à comment manger au cours de la journée et à comment se déplacer. Eric me dira qu'il faut aller vers l'électronique et tout, mais tout le monde ne peut pas aller vers l'électronique. Aujourd'hui, quand vous sortez le budget minimum, le budget minimum que vous faites pour une journée, avant vous pouvez vous taguer, vous pouvez jurer que au cours d'une journée, je ne vais pas dépasser les 2000 francs. Mais aujourd'hui, si vous ne prenez pas garde, si quelqu'un doit quitter Calavi pour se rendre, par exemple, dans un ministère, quelque part, un ministère de l'enseignement supérieur, de la fonction publique, qui doit faire le tour, aller chercher ses enfants à l'école, il ne peut pas rester dans les 2000 francs. Dans quel pays on peut tenir où vous dépensez plus de 2000 francs par jour? Moi, je ne dis pas que la décision de Tinubu est une mauvaise décision, mais je dis au Bénin en interne,
Ce sont des choses sur lesquelles nous Mais comment est-ce qu'on aurait pu anticiper si déjà on avait commencé à organiser le secteur, on a commencé à installer les stations-service, et s'il vous plaît, ce n'est pas Robert Conversi qui me dira le contraire, on a commencé déjà par augmenter nos salaires il y a 1 an ou quelques mois quand même, pour nous aider quand même à nous mettre au niveau du coût de la vie, comme si on projetait justement ces difficultés qu'on aura. Quand on a pris toutes ces mesures, on doit être en droit d'accepter que cela vienne progressivement. Ainsi, je donne la parole à qui? 2 secondes, je donne la parole à Eric. Vous faites bien de le faire constater. C'est vrai, on ne va pas se leurrer. Quand une décision du genre est prise au Nigeria, ça secoue forcément le Bénin, malgré toutes les volontés que nous avons à l'interne d'organiser ce secteur. On va le ressentir, on le ressent déjà. Mais si nous faisons une comparaison, parce que de pareilles situations, nous l'avons déjà vécu par le passé. Et j'ai le sentiment que par le passé, c'était 2 fois plus dur, 3 fois plus compliqué ce que nous observons aujourd'hui. Vous avez bel et bien les moyens, mais avoir le produit était hyper compliqué. Alors aujourd'hui, Franck l'a fait remarquer dans son commentaire, il y a eu l'installation des stations-service. Et je pense que cela va durer certainement un temps. Et progressivement, ces entreprises qui peut-être avaient l'habitude de s'approvisionner une quantité en fonction de leurs clients, une station avait l'habitude d'avoir peut-être 50 litres pour 20 clients et subitement aujourd'hui se rend compte qu'il y a de l'affluence. Donc certainement qu'à l'heure où nous parlons, des commandes sont faites parce que les commandes sont faites de sorte à ce que il faut davantage anticiper. C'est trop facile de trouver des mots pour excuser ceux qui sont dans le secteur. Vous êtes sur un marché et à tout moment, ça peut changer, les données peuvent changer. Donc moi, je me dis... Oui, mais il faut avoir un capital pour faire un stock. Non, ça fout. Ils sont rentrés dedans parce qu'ils en ont la capacité. Pas vous en foutre. Non, parce que pas non plus aussi facile que Eric, on va lui permettre de finir. Par exemple, Bola Tinubu a annoncé ça dans la campagne, quand il faisait la campagne. Et nous étions tous, on a appris ça dans la presse, il a dit, dès que je prends le pouvoir, j'augmente, je supprime. Oui, mais on connaît à quoi servent les promesses électorales en Afrique. À partir de ce moment, ceux qui gèrent les stations-service doivent pouvoir dire, attention, si on supprime les subventions là-bas, ils doivent avoir des économistes qui réfléchissent, des gens qui anticipent sur ces phénomènes qui peuvent se produire. Surtout, ce n'est pas toujours évident, parce que j'ai eu à échanger avec un promoteur de stations-service pour avoir plus d'explications sur la situation qui prévaut actuellement dans nos stations-service. Et il m'est revenu que ce sont des produits volatiles. Et quand on veut faire la commande, on fait la commande en fonction du flux de vente habituel, c'est-à-dire la moyenne. Parce que quand on ne vend pas, quand on conserve, c'est un produit qui s'évapore. Or, ce sont des commerçants, ils veulent faire des économies et non une perte. Ce qui veut dire que c'est en fonction du flux habituel qu'ils essaient de faire des commandes en faisant juste une petite marge majoritaire. Alors qu'ici maintenant, vous imaginez plus de 80 personnes qui subitement débarquent. Vous avez tous évité ma question exprès. C'est pourquoi est-ce que le citoyen il est énervé alors que on a vu quand même le processus s'installer progressivement. J'ai parlé de cette augmentation salariale, même si quelqu'un m'a écrit tout à l'heure pour me rappeler que c'est seulement au niveau de l'administration publique. Chez l'administration des salaires qui jusque-là n'est pas encore arrivé. Eric, permettez-moi, chez les privés, je peux vous certifier. En tout cas, on a encore vu. Pourquoi inviter? Oui, d'accord. Vous avez la réponse à votre question. On a parlé d'augmentation du SMIC et tout ça. Et les syndicalistes ont été clairs. Il faut la hiérarchisation des salaires. Jusque-là, c'est pas encore arrivé. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, le Béninois, il faut avoir le courage de le dire, a un faible pouvoir d'achat. Et c'est justement pour ça que la gymnastique des 100 francs, 50 francs, 150, 200 francs, se faisait avec les stations au bord de la voie. Je veux parler stations de Je rejoins un peu M. Akombesi qui estimait tout à l'heure qu'en Afrique, parfois il y a des choses qui étonnent. Pour un produit aussi important, un secteur aussi vital et qui touche en même temps d'autres secteurs, on peut encore mieux anticiper, on peut encore mieux prendre au sérieux la question. Oui, davantage sur ça. Oui, comment on peut, parce qu'aujourd'hui, des stations-service, on augmente les salaires. Quelle anticipation vous voulez? On se rend compte justement que ça ne suffit pas et qu'il faut, il faut encore faire davantage. Monsieur Robert Conversi.
Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser avec le carburant. On ne peut plus s'amuser avec le carburant parce que... C'est dangereux, c'est inflammable. Donc, on ne s'amuse pas avec le carburant. Je parle surtout du coût. Ah, d'accord. Du coup, parce que quand on sait que ça a un effet domino, la hausse des coûts, et tenez-vous tranquille, 9 des récessions économiques aux États-Unis ont précédé ou ont succédé à la hausse des coûts du carburant, du pétrole, globalement. Et donc, on a des économistes. Et quand on me dit que les groupements de pétroliers se disent, les promoteurs de stations se disent qu'ils ne veulent pas prendre beaucoup de stock parce que c'est volatile, vous savez, le consommateur n'en a rien à cirer. Vous avez choisi d'offrir un service, vous avez l'obligation, c'est dans le cahier des charges, de rendre le produit disponible. Maintenant, pourquoi ils ne s'organisent pas pour avoir de grosses réserves et des structures appropriées? Mais dans les autres pays, vous imaginez qu'ils consomment ce carburant plus que nous et que quand ils doivent écouler, ils ont des réseaux de distribution avec du matériel approprié. Si dans nos États, nous choisissons d'avoir du matériel de plusieurs décennies, excusez, encore que Eric, oui. Non, le problème n'est pas là. Il y a des gens au Bénin qui peuvent bien investir dans le secteur. Quelle est la politique du ministère du Commerce? Est-ce qu'on explique les enjeux à ces investisseurs? Est-ce qu'on leur offre, on leur tend la perche pour qu'ils ressentent les intérêts, les avantages à investir dans le secteur pour le faire? Parce que vous savez, un investisseur ne fait pas pour les beaux yeux des clients. Il regarde d'abord comment il amortit son investissement. Donc, voilà, moi je me dis, quand on voit aujourd'hui les conséquences que cela a sur le transport et sur tous les autres secteurs, vous savez, vous passez du primaire au secondaire, au tertiaire, mais ça a un effet drastique. Et l'autre chose, quand vous prenez par exemple le secteur tertiaire au Bénin, services, commerce, communication et tout, vous voyez que tout est sous-tendu par le transport. Alors, ce secteur seul au Bénin, ça fait par exemple en 2022 46% du PIB. Alors, et donc, quand ça fait ça, quand ça fait ça, vous imaginez que 46% de notre PIB, quand ça va augmenter du prix, le taux de croissance qu'on avait à 6%, soyez rassurés, ça va dégringoler. Parce que toutes les entreprises vont se retrouver en chute libre en termes de rendement, en termes de bénéfices. Oui, mais intéressons-nous déjà comment est-ce que nous, en tant que citoyens, nous survivons à ce qui se passe. Parce qu'il faut déjà manger avant de penser à une entreprise qui s'écroule et à une économie à 4 chiffres. Non, mais à 10 chiffres, c'est le fonctionnaire de l'entreprise, c'est le producteur qui a un pouvoir d'achat, qui a un ménage, qui est tributaire de ces conséquences-là. Et donc, l'individu, il obtient tous ses revenus des entreprises, de son salaire, mais lorsque l'entreprise peut commencer par licencier, lorsque l'entreprise dit, on est obligé d'abattre les salaires, vous voulez qu'on fasse comment ça de l'entreprise? Allez, on est tous les tables là, je vais commencer par Loric. Oui, comment on s'en sort, nous, là? Ça me fait bien plaisir de constater que nous avons le dos au mur. Il faut qu'on ait le courage de le dire parce que... Déjà, qu'on ait le courage de le dire, nous avons le dos au mur parce que, regardez la file dans les stations. Quand vous voyez une station qui est vide, vous devez déjà systématiquement deviner qu'il n'y a pas le produit. Donc, déjà, moi, je me suis amusé un peu à regarder il y a avant-hier nuit. On parlait des véhicules citernes qui circulaient dans la ville de Cotonou et je me suis dit, eh bien, voilà, ça veut dire que la commande est à flot, la livraison est en cours et déjà, l'alternative qu'il faut beaucoup plus voir, c'est l'impact de cette hausse sur le consommateur. Franck l'a dit dans son commentaire, il a bien précisé. C'est la galère, au niveau des courses. Aujourd'hui, tous les produits, toutes les denrées ont connu une hausse. Et ça, c'est le consommateur qui paye le prix fort. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons toujours aller vers une meilleure augmentation des salaires et la hiérarchisation des salaires? C'est aussi une alternative. Pourquoi pas? On va y songer. Oui, Franck, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie nos salaires par 2, non? Même le tiers n'a
quand Oui, c'est pourquoi je parle de multiplication par 2. Au moins, on va rattraper ceux qui ont déjà eu. Bon, espérons. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut 3 choses. La première chose, c'est qu'on puisse dire aux Béninois de prendre le pli. Parce que si à chaque fois on doit augmenter 1 franc au Nigeria et qu'ici qu'on commence par pleurnicher, je pense qu'il faut mettre un thème à ça. Deuxième chose, qui appelle le rôle de l'État, c'est de pouvoir construire assez de stations et d'œuvrer à ce que nous ayons du carburant à plein temps. Vous allez quelque part à WhatsApp et Onco. L'exemple est important. Vous allez quelque part à WhatsApp et Onco. Je sais qu'en 98, 99, où j'ai fait là-bas, il y avait une station-service de la Sonacop. Aujourd'hui, la Sonacop n'existe plus. Est-ce qu'il y a toujours des stations là-bas? Je ne sais pas. Et la troisième chose, il faudrait qu'on puisse anticiper. Je tiens à ce mot parce que anticipation. On ne peut pas dans une ville où nous avons plusieurs universités. J'ai déjà perdu 5 vous savez que oui, il faut anticiper sur ces anticipation. Donc, Eric, vraiment, vous allez vraiment m'aider. Je voudrais commencer par la chute de Franck. Anticiper, nous sommes véritablement d'accord, n'est-ce pas? Mais après, quoi qu'en soit, la volonté de l'État d'anticiper. Vous savez, quand on est face à une crise, ça s'impose à vous. Et puis, il faut la gérer. Vous savez, la crise des carburants en France, malgré un État organisé, structuré, n'a pas suffi à l'État français de faire face à la crise des carburants quand la guerre a déclenché en Ukraine. Il y a eu des mouvements sur mouvements, pareil un peu partout. Donc je pense que à notre niveau, il faut prendre conscience davantage de ce que c'est un secteur qu'il faut davantage développer. Sensible. Soutenir peut-être les promoteurs à davantage investir dans le secteur. Eric Guédenon, merci beaucoup, cher monsieur. Je dois mettre un thème à cette discussion parce que déjà on va passer à l'autre rôle.